Effectivement, la satisfaction client, c'est vraiment un enjeu pour toutes les entreprises, mais peut-être encore plus pour les assurances du fait de la nature. Les clients, quand ils ont affaire à leur assurance, a priori, c'est souvent quand ils ont des sinistres, donc c'est pas forcément le moment de la vie où on est le plus joyeux. Donc déjà, il y a ce premier élément. Un autre élément aussi, c'est vraiment les attentes des clients qui évoluent de plus en plus. L'assurance, comme beaucoup d'autres secteurs, voilà, il y a l'émergence, ce qu'on appelle les assurtech, donc les startups dans ce domaine, et qui souvent proposent des services, des solutions peut-être un peu plus innovantes, digitales, etc., par nature, là où les entreprises un peu plus traditionnelles mettent peut-être un peu plus de temps avant d'y arriver. Donc voilà, il y a ces deux défis aussi auxquels nous sommes confrontés. Voilà, en exemple d'attente, la volonté d'avoir des services plus faciles, une communication rapide et des services personnalisés, par exemple. Du coup, on se pose la question, qu'en est-il de Groupama? Est-ce que nos clients sont représentatifs de ce qu'on a pu voir, ou est-ce que finalement ils sont assez satisfaits dans l'ensemble? Est-ce qu'ils sont face à des problèmes? Comment savoir vraiment ce qu'ils ressentent? La solution la plus utilisée partout dans toutes les entreprises, c'est bien sûr les enquêtes de satisfaction qu'on envoie aux clients. Mais je pense que tout le monde est on est unanime là-dessus. C'est pas forcément quelque chose que le client aime faire. Ça demande du temps. C'est pas un exercice forcément très très sympa. Et pour nous, en fait, on se rend compte que déjà il y a très peu de taux de réponse. Donc c'est pas du tout représentatif de nos clients. Et souvent, en tout cas dans notre cas, c'est souvent nos clients satisfaits qui nous répondent. Donc difficile d'avoir vraiment le mécontentement. Donc nous, dans notre projet, et ce qu'on va vous présenter, c'est ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on ne peut pas aller chercher ce qu'ils pensent sans leur ajouter une tâche supplémentaire, mais en allant directement à la source de quand ils échangent avec nous, en allant analyser les communications. Donc derrière les communications, ça peut être les mails, les appels. Et nous, concrètement, on va se focaliser sur les appels. Donc c'est tout l'enjeu du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Analyser les appels pour mieux servir nos clients. Premier objectif, c'est vraiment de comprendre leurs attentes, leurs besoins et les problèmes au travers de tout ce qu'ils nous racontent quand ils nous contactent au téléphone, qui est le premier moyen de communication que les clients utilisent pour nous joindre. Ensuite, toute cette matière va nous servir, nous, pour savoir quoi optimiser, quel process et comment prioriser toutes ces améliorations. Et enfin, l'objectif final, c'est vraiment d'améliorer la satisfaction de nos clients, parce que en innovant, en appuyant là où il y a des problèmes, l'objectif, c'est bien sûr que ce soit plus facile pour nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour y arriver? On analyse les appels, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va vous partager ici 4 exemples de cas d'usage, pour certains qui sont déjà en place et d'autres en cours, justement dans cette optique. Donc, on a nos appels, nos clients qui appellent donc notre centre de relations clients, qui est la plateforme principale de Groupama Bretagne. Et dans un premier temps, déjà, on va identifier les appels insatisfaits, ou en tout cas les appels où le client exprime du mécontentement. Une fois qu'on a fait ça, 4 actions concrètes pour essayer de changer les choses. Le premier cas d'usage, c'est le fait de tracer les appels dans nos outils internes, les appels insatisfaits. Donc là, on peut voir une petite impression écran. Et l'objectif, c'est quand on détecte un client insatisfait, on va pouvoir mettre un résumé donc dans sa fiche, dans l'outil. Et ça permet d'une part de tracer en fait, le mécontentement, qu'on a le motif, etc. Et aussi pour les gestionnaires, quand les clients appellent, qui tombent sur ce centre de relations clients, on ne tombe pas forcément sur le même gestionnaire 2 fois de suite. Ça va permettre aux gestionnaires d'avoir aussi l'historique de tous les appels précédents du client et pouvoir facilement traiter, connaître en fait la situation du client. Et également, donc toute cette fiche est remplie automatiquement par nos modèles, ce qui évite aux gestionnaires d'avoir à le remplir à la main. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux gestionnaires de remplir à la main, de faire des fiches sur les appels clients. Et si on pousse ce cas d'usage un petit peu plus loin, on peut aller proposer pour les commerciaux, donc chaque client est rattaché à un commercial, c'est lorsqu'il y a détection de clients mécontents,
de le mettre en visibilité du commercial référent du client en question. De dire attention, votre client a appelé, il était mécontent pour tel motif, et ensuite de lui potentiellement de lui suggérer une action, mais ça peut être voilà, de rappeler le client en fonction aussi de pourquoi le client a été mécontent. Et donc aussi générer de la proactivité de la part des commerciaux. Et on pense que voilà, la proactivité est vraiment une clé, notamment pour la satisfaction des clients. Donc, le troisième cas d'usage qu'on a pu identifier, c'est plutôt à des fins de formation de gestionnaires. Donc, ce qu'on fait, ce que nos modèles permettent, c'est de fournir aux managers des exemples d'appels où la relation avec le client était un peu compliquée, un peu difficile, pour qu'ils puissent identifier des points d'amélioration et les utiliser dans leur formation pour communiquer à leurs gestionnaires comment il faut réagir ou comment il ne faut pas réagir. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, les managers écoutaient des appels aléatoirement, en fait, jusqu'à espérer tomber sur une conversation houleuse. Donc là, notre modèle, il va permettre de fournir directement la liste des appels insatisfaits du jour pour qu'ils n'aient pas à écouter plusieurs dizaines d'appels avant de tomber sur un bon. Voilà, et donc, ce qu'on fournit aussi, c'est le sujet de l'appel. Donc comme ça, s'ils veulent travailler sur des sujets en particulier, donc par exemple, ils veulent se concentrer uniquement sur les appels sinistres, ils pourront le faire assez facilement et avoir directement ces appels. Enfin, le dernier cas d'usage, ça va être plutôt une vision globale, donc une application de pilotage des motifs d'insatisfaction. Donc là aussi, ça va être à destination des managers et ça va leur permettre d'avoir l'évolution dans le temps de la proportion de chaque motif d'insatisfaction, de mesurer leur progression ou encore mesurer l'impact d'actions qui peuvent être mises en place pour améliorer justement la satisfaction client. Donc maintenant qu'on a défini nos cas d'usage, on va pouvoir entrer dans des aspects un peu plus techniques. Pour répondre à ces cas d'usage, on a identifié 3 besoins qui vont correspondre à 3 modèles différents à développer. Donc un premier modèle où là ça va être une classification binaire, où ça va être pour détecter les appels insatisfaits. Un deuxième modèle où là ça va plutôt être de la génération de texte, donc pour résumer les appels. Et un dernier modèle où là ça sera de la classification multiclasse pour détecter les motifs d'insatisfaction. Et donc maintenant se pose la question de quel type de modèle de NLP on va choisir pour chacun de ces modèles. Donc effectivement, peut-être faire un point sur le NLP. Qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément, voilà, on ne sait pas tous forcément ce que c'est. C'est Natural Language Processing en anglais. En fait, c'est le fait de traiter le langage naturel. Donc, en gros, le fait d'utiliser, c'est la science un peu derrière le fait de permettre aux ordinateurs de savoir comprendre le langage humain. De comprendre voilà, non seulement le mot, mais le sens qu'il y a derrière et le sens qu'on peut mettre quand plusieurs mots se suivent, donc une phrase entière, etc. C'est une science qui a très fortement évolué dernièrement, donc notamment avec la démocratisation de ChatGPT, dont vous avez sûrement tous entendu parler, il y a un an. Les tâches un petit peu les plus connues, peut-être utilisées derrière le NLP aujourd'hui, ça va être tout ce qui est résumé de texte, extraction de sentiments ou même d'informations spécifiques dans du texte, chercher, trouver des informations dans un ensemble très vaste de textes, et puis bien sûr la génération de texte. Si on fait une évolution un petit peu du NLP, je ne vais pas rentrer dans les détails de toute l'évolution, mais on voit quand même ça s'est beaucoup accéléré dernièrement. On va faire juste quelques petits focus pour voir un petit peu quels ont été les progrès au fil des années. Donc si on prend, donc dans les années 60, il y a eu le premier chatbot Elisa, donc c'était pour simuler donc le robot, l'ordinateur jouait le rôle d'un psychiatre et qui devait discuter avec un patient. Et en fait, ce chatbot, en l'occurrence, il fonctionnait beaucoup aux mots-clés. Si dans le texte du faux patient, il trouvait par exemple des mots comme alike ou same, alors il répondait systématiquement avec une certaine phrase. Donc voilà. Donc juste pour dire qu'à cette époque, ça fonctionnait beaucoup aux mots-clés, la détection de mots-clés. Ensuite, on a évolué, et notamment, pour revenir donc en 2013, sur la représentation vectorielle d'un mot. En fait, les mots, plutôt que de travailler sur un mot-clé, on a essayé de les identifier avec leur sens, et non plus avec les lettres qui les composent. Donc par exemple, si on a le mot chat et le mot félin, en fait, on va représenter les mots donc, dans un espace vectoriel, enfin, voilà, comme des vecteurs.
et on va encapsuler leur sens en fonction de leur sens, on va les disposer dans un certain espace. Donc, par exemple, chat et félin vont être assez proches parce que leurs significations sont assez proches. Char et tank, la même chose. Mais voilà, char et chat, qui n'ont qu'une lettre de différence, ne vont pas être similaires. Donc ça, c'est déjà un premier progrès. Et si on évolue, donc par exemple en 2019, en fait, un mot peut avoir plusieurs sens. Et là, on va prendre en compte le contexte pour savoir déterminer la représentation vectorielle d'un mot. Donc si on a « mon chat dort tout le temps », le mot chat de cette phrase, il va être représenté à cet endroit, par exemple. Alors que si on dit j'ai réussi à obtenir une réponse via le chat du site web, voilà, le mot chat de cette phrase va être à un autre endroit. Donc voilà un petit peu pour les progrès. Et puis voilà, dernièrement, donc avec l'avènement des LLM, les Large Language Models, on est maintenant capable à la fois de traiter du texte de manière on comprend très bien le texte et on peut le mélanger avec de l'image, etc. Donc c'est de l'IA générative multimodèle. Donc, on revient à notre question. Nous, pour nos cas d'usage, nos modèles, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, quand on a commencé le projet, bien sûr, en fait, il existe plusieurs types de modèles. Les modèles fermés, donc on va dire payants, donc notamment avec GPT de OpenAI, et les modèles open source, qui sont quasiment tous gratuits. Voilà. Donc, on se posait la question. En fait, au début, donc en avril, on n'avait pas encore accès, nous, à l'API d'Azure, parce que voilà, on ne voulait pas utiliser l'API pour des questions de sécurité, enfin l'API d'OpenAI, mais plutôt passer par Azure. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on va essayer de voir si avec les modèles open source, on peut faire quelque chose. Et notamment, les modèles open source, c'est intéressant parce qu'on ne dépend pas d'une société externe, notamment OpenAI. Si on se base en fait sur leurs solutions, si demain ils coupent les accès, nous, toutes nos solutions tombent à l'eau et on n'a plus rien. Donc les modèles open source, c'est aussi un moyen d'être assez souverain de nos solutions. Mais le problème, c'est qu'en termes d'infrastructure technique, on était limité à 24 gigas de GPU. Ça ne vous parle peut-être pas, mais en fait, ça nous permettait seulement de pouvoir utiliser les plus petits modèles de LLM qui existaient, qui ont environ 7 milliards de paramètres, là où les plus gros en ont 40-70 milliards. Donc c'était vraiment tout notre enjeu. Est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose qui fonctionne, de performant, même avec ces petits modèles? Et donc c'est tout ce qu'on va vous partager maintenant. Donc voilà, si on rentre directement dans le vif du sujet, avant de commencer à développer nos modèles, il y a une étape qui est nécessaire, donc qui est celle de la préparation des données. Ici, nos données, c'est des enregistrements d'appels. Donc on récupère ces enregistrements, on applique 3 étapes de pre-processing. Donc la première, c'est qu'on va extraire la piste du client, donc d'abord pour garder l'essentiel de l'information, mais aussi pour des raisons RGPD. Le fait d'exclure la piste du collaborateur, ça nous a permis d'éviter le passage en CSE et donc de pouvoir commencer notre projet directement, sans aucun délai. La deuxième étape qu'on va appliquer, c'est la suppression des silences qu'il peut y avoir dans les appels, tout simplement parce que ça ne nous est pas utile. Et enfin, on va couper à environ 3 minutes de parole du client, parce que garder toute la transcription entière de l'appel, ça n'aurait pas été possible pour le modèle. Parfois, les appels font 15-20 minutes, voire plus. Et ça aurait été beaucoup trop lourd pour le modèle en mémoire. Et on s'est dit que 3 minutes, c'était suffisant pour le client, pour qu'il puisse exprimer son problème et exprimer son mécontentement. Une fois qu'on a préparé nos appels, on va pouvoir les retranscrire en texte. Donc nous, on a utilisé la solution Whisper, qui est open source, qui est gratuite et qui marche assez bien. Et donc, ça nous donne nos transcriptions qu'on va pouvoir stocker et fournir à nos modèles. Donc si on se concentre sur le premier modèle, celui de classification binaire, donc qui va permettre de détecter les appels insatisfaits, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit la transcription de l'appel au modèle, et donc le modèle va devoir nous retourner si l'appel est satisfait ou insatisfait. Donc si on prend un exemple de quelqu'un qui dit « j'ai envoyé un mail, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de réponse », là, le modèle devrait nous retourner insatisfait. Pour ce qui est des étapes de la création du modèle, on commence par définir les labels. Donc là, il n'y a pas vraiment de définition puisque c'est binaire, donc seulement satisfait, insatisfait. Ensuite, on va pouvoir commencer à créer notre base labellisée.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va labelliser à la main, dire tel appel est insatisfait, tel appel est satisfait. Et donc, ça nous fera une base avec un certain nombre d'appels satisfaits, un certain nombre d'appels insatisfaits, qu'on va pouvoir fournir à notre modèle. Donc ici, le modèle qu'on a choisi, c'est le modèle Camembert, qui est la version française du modèle Vert. Et donc, on va lui fournir cette base labellisée. Et il va pouvoir se fine-tuner sur ce modèle. Et donc, ça nous fera un modèle fine-tuné qu'on pourra mettre en production et qui pourra faire des prévisions. Donc, c'est une solution qu'on a déjà implémentée et on a eu des très bons résultats, donc avec une accuracy à 90%. Donc, l'accuracy, c'est un indicateur de performance qui permet de mesurer la performance des modèles. Donc, ça nous dit que 90% des appels sont bien classés, donc sont bien labellisés en tant que satisfaits ou insatisfaits. Donc, si on fait un petit zoom sur le fine-tuning pour expliquer ce que c'est. En fait, le fine-tuning, on va partir d'un modèle. Donc, par exemple, ici, Camembert, mais ça peut être n'importe quel autre LLM. Ces modèles-là, c'est des modèles qui sont déjà pré-entraînés, donc qui ont déjà été, à qui on a déjà fourni des milliards de données. Donc, voilà. Ensuite, on va venir leur fournir une base additionnelle de texte, donc en plus de leur base de pré-entraînement. Donc là, ça va être nos appels labellisés satisfaits, insatisfaits. Et donc, ils vont se nourrir de cette base, ils vont apprendre sur des nouvelles données qu'ils n'ont jamais vues, et ils vont pouvoir, en l'occurrence, là, dire un appel insatisfait, ça ressemble plutôt à ça, un appel satisfait, ça ressemble plutôt à ça. Donc ça nous fait un modèle fine-tuné qui est capable de faire des prévisions tout seul. Donc quand on va lui donner des nouvelles transcriptions d'appels, il sera capable de dire si c'est insatisfait ou satisfait. Donc le deuxième modèle, c'est celui qui va permettre de résumer les appels. Donc on a un nouvel exemple. Donc là, déjà, on n'a pas pris toute la transcription, hein, parce que c'est très long, on verra plus tard. Mais on voit quelqu'un qui est agacé, il s'est fait raccrocher au nez, il n'est pas content, etc., pas remboursé pour son véhicule. On voit déjà que la transcription, elle n'est pas non plus forcément parfaite. Donc au lieu de dire raccrocher, là on a une transcription qui dit accrocher. Et c'est aussi l'objectif des modèles de pouvoir reformuler quand il y a des erreurs. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir une phrase du type « Le client est mécontent car il attend depuis 3 semaines un remboursement pour son véhicule ». Donc, en fait, sur un projet précédent, on utilisait déjà un modèle pour résumer des appels. On utilisait en l'occurrence le modèle T5 de Google, qui était déjà très bien, mais qui faisait ce genre de résumé. En fait, il extrayait des bouts de phrases de notre phrase de base qu'il considérait représenter l'ensemble du texte initial. Donc c'est vraiment une extraction. Donc il prenait un bout, donc voilà, on m'a toujours pas remboursé pour mon véhicule. Donc à l'époque, c'était avant les IA génératives, enfin à l'époque, c'était il y a 1 an, avant les IA génératives, nous, ça nous satisfaisait, puisqu'on avait l'information. La personne n'a pas été remboursée pour son véhicule. Donc c'était déjà un bon début. Avec l'arrivée des IA génératives, bien sûr, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'évolue pas vers un autre modèle? Donc on a voulu tester, en l'occurrence, plusieurs modèles, dont Vigon et Mistral. Ce sont des modèles qui ont été fine-tunés sur le français, donc bien pour nos cas d'usage. Donc voilà, là je vous mets toute la transcription de l'appel, l'objectif c'est pas de le lire, mais Vigon et Mistral, voilà ce que ça pouvait nous apporter. C'est déjà très bien, mais par exemple, dans son cas, il ne corrige pas la faute qui a été faite dans la transcription. Et ici, lui, il cible pas forcément le vrai problème. Voilà, il dit il a déjà payé 3 fois pour l'assurance, etc. Donc c'est bien, mais il y a du progrès à faire. Et on s'est dit, du coup, vu qu'a priori, tout ça s'est fait un peu en parallèle des autres modèles qu'on vous présente, on s'est dit le fine-tuning, ça marche plutôt bien, donc on va tester en fine-tunant Mistral, en lui donnant des exemples de transcription avec des résumés, justement pour le faire apprendre et qu'il soit meilleur. Donc c'est ce qu'on a fait, et effectivement, on a pu obtenir des résumés de ce type. Le client est mécontent car son remboursement pour un accident de voiture date de plusieurs semaines et il attend toujours son versement. Il se plaint également du temps consommé lors de ses nombreuses tentatives de contacter Groupama. Donc très clair, voilà, c'est pas juste une petite phrase, mais nous, ça nous convient très bien. On a un peu l'étendue de tout le problème. On a même 2 problèmes identifiés. Donc pour nous, c'est validé, c'est le modèle du coup qu'on utilise en production aujourd'hui. Et pour faire rapidement un focus, parce que c'est quand même important, on parle d'IA générative, pour tous ces modèles, on utilise des prompts. Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, tout à l'heure on montrait l'exemple de GPT quand on lui a demandé de nous décrire ce que ressentait un client.
Donc le prompt, c'est vraiment en fait la demande qu'on fait à une IA générative pour qu'elle nous donne une réponse. Et donc, dans tous nos modèles, nous, on va devoir aussi beaucoup travailler sur le prompt pour qu'il nous donne les meilleures réponses possibles. Donc c'est vraiment un aspect important de ce travail. Et donc, par exemple, sur le résumé, voilà un exemple de prompt qu'on a pu utiliser. Donc déjà, bon, il y a des petites balises qu'on utilise. Après, voilà, contexte lié à l'assurance, je te donne une transcription d'une conversation, résume en une phrase la transcription afin de montrer pourquoi le client qui appelle est mécontent. Donc voilà, ça c'est un exemple de prompt. Et on verra plus tard un petit peu les bonnes pratiques qu'on a identifiées sur cette thématique. Donc si on se concentre maintenant sur le troisième modèle, qui va être le modèle le plus complexe, puisque c'est une classification donc, multiclasse, pour détecter le motif d'insatisfaction. Donc là, ce qu'on va donner au modèle, c'est pareil, la transcription de l'appel, mais aussi peut-être le résumé. On va voir plus tard qu'on a testé les deux cas. Et cette fois, ce qu'il doit nous répondre, c'est un motif d'insatisfaction, donc comme pas de réponse, demande de documents, etc. Donc si on reprend notre exemple de la personne qui a envoyé un mail et qui n'a pas de nouvelles, là, le modèle devrait nous retourner pas de réponse. Si on reprend les mêmes étapes de développement du modèle que tout à l'heure, donc on commence par définir les labels. Cette fois, ça va être un processus beaucoup plus compliqué, parce qu'on a beaucoup de labels, c'est une multiclasse. Il faut créer des labels nous-mêmes qui soient assez précis, qui couvrent tous les problèmes des clients, mais en même temps qui ne se recoupent pas. Et il faut aussi que ça soit des labels qui soient satisfaisants pour le métier. Donc voilà, c'est un travail très long. Ça a pris beaucoup d'allers-retours avec le métier, beaucoup d'itérations, de tests. Mais une fois qu'on a notre liste de labels, on peut commencer à développer notre modèle. Donc nous, on a commencé par tester Falcon et Vigogne, dont on a déjà parlé, qui sont des modèles open source. Ce qu'on fait donc dans notre prompt, c'est qu'on commence par définir un contexte, donc dire au modèle tu es expert dans l'assurance, tu as pour rôle de classifier les appels. Et ensuite, on donne les motifs avec une définition. Donc par exemple, tarif, le client se plaint de tarifs trop élevés pour ses contrats. Et ensuite, on lui demande à quel motif penses-tu que la transcription se rapporte le plus. Donc, au niveau des résultats, pour Falcon, ce qu'on a observé, c'est beaucoup de bruit. Donc, il ne nous retournait pas seulement le motif. Parfois, il répétait des éléments du prompt ou il essayait de compléter la transcription en simulant un appel. Ce qui n'est finalement pas si étonnant, parce que c'est un modèle d'IA génératif. Donc, ils sont faits pour générer du texte, moins que pour de la classification. On a vu aussi qu'il inventait des motifs. Donc, il nous retournait des motifs qui n'existaient pas, qui n'étaient pas dans la liste qu'on lui a fournie. Et finalement, on avait l'impression qu'il ne comprenait pas tellement les définitions qu'on lui fournissait, parce que parfois, il affectait toujours le premier motif de la liste ou toujours le même motif. Donc voilà, on a aussi testé Vigogne, où là, c'était un peu mieux. On avait un peu moins de bruit, on avait l'impression qu'il comprenait mieux. Ce qui est aussi pas étonnant, parce que c'est un modèle qui a été fine-tuné sur du français, contrairement à Falcon, où là, c'était plus de l'anglais. Mais bon, on a pu atteindre une accuracy seulement de 45%, donc c'était clairement insuffisant pour nous. Donc on s'est dit qu'il y avait possibilité d'améliorer. Et on a testé une nouvelle approche. Donc on a gardé Vigogne, mais on a changé le prompt. Donc là, au lieu de donner les motifs et leur définition, on a fait ce qu'on appelle du few shot. Donc on a donné un exemple de résumé pour chaque motif. Donc par exemple, la personne est mécontente car elle n'a pas encore reçu de paiement pour un sinistre qui date du mois de décembre, égale sinistre. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible de faire avec les transcriptions, parce que les transcriptions sont très longues et lourdes. Donc si on devait mettre une transcription pour chaque motif, ça aurait beaucoup trop alourdi le prompt, surtout pour la mémoire. Donc les résultats qu'on a observés, c'est une amélioration de l'accuracy, donc qui passe à 60%, mais c'est toujours pas suffisant pour nous, et on avait toujours l'impression qu'il y avait des petits problèmes de compréhension. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une autre solution. Effectivement, donc là encore, on s'est dit, si on prend les modèles, les petits modèles de 7 milliards tels quels, finalement, ça ne marche pas assez bien pour nous. Donc, on voulait fine-tuner ces modèles, puisque, encore une fois, ça semble plutôt bien marcher. Sauf que le fine-tuning, comme on a dit, il faut une grande base d'appels labellisés, c'est très coûteux en temps. Mais à ce moment-là du projet, nous avons enfin eu accès à l'API GPT. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas gagner du temps en demandant à GPT, donc ponctuellement, juste par exemple sur 1000 appels, de nous labelliser les appels. Et du coup, c'est pour ça qu'on est passé au résumé d'appels de manière anonymisée, parce que voilà, c'était moins coûteux de donner un résumé. Et puis comme on avait des assez bons résumés,
on avait toutes les informations qu'il fallait. Donc plutôt que de donner la transcription à GPT, on a donné le résumé, bien sûr anonymisé, mais on est sur l'API d'Azure, pour lui demander, voilà, associe-nous parmi cette liste de labels, quel est le bon label. Donc c'est ce qu'on a voulu faire, voilà, on a voulu utiliser GPT pour labelliser et ensuite fine-tuner Mistral. Donc si on zoome sur le premier point, donc la labellisation, donc voilà, c'était au-delà de lui demander de labelliser, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on lui a demandé de un peu de challenger nos... Nous, on avait notre liste de labels à identifier. On lui a demandé, lui, par rapport à tous les résumés qu'on lui donnait, de créer lui-même la liste de 15-20 labels qui lui semblaient être représentatifs. Comme ça, nous, ça nous a permis aussi de voir si on n'avait pas oublié des labels de notre côté avec le métier, si on était bien exhaustif. Donc c'est pour ça que dans le prompt, on lui demande à la fois de créer, on l'a dit label, mais après on lui en a demandé plus, qui doivent représenter les résumés d'appels qu'on lui fournit, et ensuite de classifier chaque résumé avec un de ces labels. En termes de résultats, voilà, on a eu une très bonne labellisation, mais comme on l'a dit, on a dû uniformiser entre tous les labels qu'on avait, et un petit peu, bien sûr, c'est toujours obligatoire, relabelliser un petit peu à la main certains résumés. Et la deuxième étape, qui consiste à fine-tuner du coup Mistral, donc on a pris cette fameuse base, on a réentraîné Mistral dessus, et là, en termes de résultats, donc on a eu déjà des très bons résultats, vous voyez qu'on est passé à 80% directement. Voilà, il n'y a pas de nouveau label, pas de bruit. Il y avait parfois des petits déséquilibres entre les labels. Certains étaient trop représentés par rapport aux autres, donc on a dû faire de la data augmentation, c'est-à-dire créer des nouveaux résumés dans les labels où il n'y en avait pas assez, pour que ce soit assez équilibré, et bien sûr toujours retravailler des labels. Et justement, quand on a retravaillé ces labels, donc encore une fois, hein, c'est une étape très importante parmi tout ce qu'on dit, c'est ce qui prend souvent le plus de temps. On s'est rendu compte que la liste de labels qu'on avait, finalement, elle était pas forcément représentative, mais en tout cas, elle mélangeait deux notions. La notion, vu que là, l'objectif, c'est de détecter les motifs d'insatisfaction de nos clients. Et en fait, ça mélangeait deux choses. Le problème rencontré, donc je vais le lister ici, le problème rencontré et sur quoi se portait ce problème, à quel moment en fait de la vie d'un assuré ça arrivait. Et donc on a décidé de tester en divisant en fait les labels en deux catégories. Donc le sujet, à quel moment il a rencontré le problème, est-ce que c'était quand il a demandé des documents, quand il a souscrit un contrat, etc. Et une autre catégorie où quel a été le problème rencontré. Le conseiller était injoignable, c'était pas clair, etc. Et ainsi, bah, du coup, ça permet d'avoir encore plus de labels parce que on pouvait croiser un petit peu tous les labels des deux listes. Et avec un seul modèle, du coup, on a pu avoir beaucoup de labels et beaucoup plus de détails dans ce qu'on pouvait détecter. Et donc, c'était pas gagné d'avance, mais en fait, en fine-tunant encore avec cette nouvelle base, on a réussi à augmenter l'accuracy jusqu'à 84%, ce qui en fait est très bien, puisque par rapport au modèle d'après, on dit c'est seulement 4% de plus, mais on a beaucoup plus de labels, en fait, comme je l'ai dit. Et voilà, donc c'était très bien. Nous, ça nous satisfait. Et oui, ce que je veux dire, c'est que certes, c'est 84%, mais les quelques pourcents qui restent, c'est pas non plus complètement faux. Parce que parfois, entre manque de clarté ou communication pas forcément idéale, la limite, elle peut être assez mouvante. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est assez bien dans notre cas. Donc voilà, donc encore une fois, c'est le modèle que nous avons décidé d'utiliser. Donc si on revient sur nos trois besoins, nos trois modèles, pour résumer, finalement, on est parti que sur des modèles fine-tunés. Donc on voit que c'est ce qui marche le mieux quand c'est possible, parce que fine-tuner, ça demande quand même des ressources techniques et ça demande surtout une base labellisée, donc c'est le plus gros challenge. Pour le premier modèle, on est plutôt parti sur Camembert, qui fonctionne bien pour une classification binaire. Et pour les deux autres, par contre, on est parti sur l'IA générative. Donc Mistral, qui s'est assez clairement distingué de ses concurrents, qui en plus est français. En tout cas, dans sa catégorie de modèles open source à 7 milliards de paramètres. Donc si on fait un petit comparatif de tous les modèles qu'on a pu tester open source,
on voit qu'un modèle comme Llama 2 70B va être le plus performant, il va se rapprocher de GPT, mais il va être beaucoup trop coûteux en GPU, donc plus de 80 Go, et sur un aspect RSE, ça ne va pas être le plus intéressant. Finalement, les meilleurs compromis coût-performance, ça va être Camembert pour des cas d'usage assez simples, quand on a des labels simples, pas de multiclasse, et qu'on peut faire une labellisation avec GPT, et Mistral dans le cas où là, la classification est plus compliquée, donc comme avec nos sujets et nos problèmes, plusieurs classes. Si on avait dû traiter ce problème avec des camemberts, il aurait peut-être fallu faire 2 modèles, donc un modèle pour le sujet, un modèle pour le problème. Ça aurait été beaucoup plus long, ça aurait demandé plus d'observations. Voilà, maintenant on va faire un petit zoom sur le prompt engineering. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est toutes les bonnes pratiques, toutes les petites astuces qu'on peut mettre en place pour améliorer notre prompt et donc améliorer la réponse du modèle. La première chose qu'on veut faire, c'est définir le modèle comme un expert. Donc, par exemple, nous, on lui disait souvent, tu es un expert dans le domaine de l'assurance. Ça permet en fait au modèle d'aller chercher l'information dans la bonne catégorie. C'est un petit peu comme s'il avait des compartiments. Et le fait de lui dire directement, tu es un expert assurance, il va aller dans le compartiment assurance. Et du coup, il va vraiment se concentrer sur le texte qu'il connaît dans le domaine de l'assurance et générer du texte en rapport avec l'assurance. Ce qui marche bien aussi, c'est de lui dire de réfléchir étape par étape. Donc, comme nous, quand on va résoudre un problème de maths, on va souvent fonctionner en raisonnement étape par étape avant de donner notre réponse. Donc, le fait de lui dire ça, ben, pareil, le LLM il va générer donc, chaque étape de raisonnement qu'il a eu et ça va lui permettre de mieux réfléchir, même s'il ne réfléchit pas vraiment, et de donner une réponse. Et en général, ça améliore la réponse. Enfin, non pas enfin, mais troisièmement, ce qui est pas mal, c'est de fournir le même format de données que pour l'entraînement. Donc, par exemple, les créateurs de Mistral, quand ils ont entraîné leur modèle, ils ont donné des données qui avaient des tokens spécifiques. Donc, les tokens, c'est les petits bouts de texte qu'on voit, donc là, inst par exemple. Donc, c'est pas mal de remettre ces tokens quand on fait de l'inférence ou quand on fine-tune, parce que ça permet au modèle, entre guillemets, de s'y retrouver. Ensuite, ce qui peut être pas mal, c'est de préciser le format de réponse. Donc, par exemple, lui dire, ben là, tu vas devoir répondre sous format JSON, ou dans notre cas, par exemple, tu vas devoir répondre problème égal, sujet égal, rien d'autre. Donc, en général, ça marche plutôt bien, et c'est assez utile, surtout quand on doit faire du traitement sur les réponses ensuite. Donc, c'est assez pratique. Et enfin, on peut faire ce qu'on appelle donc, du few shots. On en a déjà parlé un petit peu, mais surtout pour la classification. C'est le fait de donner un exemple modèle pour chaque label. Donc un résumé pour le label pas de réponse, par exemple. Voilà, donc on va vous faire une petite démo. Voilà, parfait. Donc c'est une petite démo qu'on a fait. C'est pas du tout une appli en production, mais c'est plus pour acculturer nos métiers, montrer ce qu'on peut faire concrètement avec le NLP au sein de Groupama, donc en interne surtout. Donc là, on va simuler le fait de charger un appel client. Donc on n'a pas pris un vrai appel client dans le sens où on a réenregistré le texte derrière. Et alors, on va pas partager. Normalement, là, on a le... Alors, on va pas mettre le son, je crois que ça marche pas. Mais en fait, voilà, pour vous montrer qu'à partir d'un audio, on est capable d'avoir la transcription. Donc là, voilà, je vous appelle, j'ai un prélèvement sur mon compte, j'ai jamais les mêmes montants, ça commence à m'énerver. Là, c'est un chantier. Je voulais savoir à quoi ça correspondait, que vous m'avez retiré sur mon compte, etc. Donc, en termes de résumé, on a quelque chose... bon, c'est un extrait d'appel, hein, on a fait juste un petit bout, bien sûr, pour vous montrer. En termes de résumé, le client est mécontent car il observe des irrégularités concernant ses prélèvements mensuels d'assurance automobile effectués sur son compte. Il souhaite faire suite aux problèmes rencontrés lors de l'achat de sa voiture et demande clarification quant à ce que représente chaque prélèvement, donc qui est assez clair et assez complet. Et ensuite, voilà, en termes, donc le fameux modèle, donc la transcription, donc c'est Whisper, hein, comme on l'a dit. Le résumé, c'est Mistral fine-tuné. L'humeur, ça va être BERT fine-tuné. Donc effectivement, insatisfait, c'est assez clair. Et là, c'est la classification. Donc comme vous le voyez, notre sujet, c'est les cotisations, effectivement, le client. Et jamais on a vu le mot cotisation dans l'extrait. Mais voilà, le modèle est complètement capable de comprendre qu'un prélèvement, ça fait référence aux cotisations.
Et ensuite, le problème, et donc là, en fait, on a fait du multi-label en plus, parce qu'on peut effectivement avoir plusieurs problèmes en même temps. C'est des prélèvements injustifiés. Donc derrière ça, c'est à la fois fait prélèvement injustifié. Finalement, derrière, c'est je ne comprends pas pourquoi je suis prélevé de tel montant. Et effectivement, le manque de clarté. Donc ils sont assez clairs dans le résumé. Donc, voilà pour la petite démo. Voilà. Donc, on vous a présenté tout ce qu'on a pu faire sur l'analyse des appels. Maintenant, ce projet, quels sont les impacts, les bénéfices, qu'est-ce qu'on en tire? Pour le client, bien sûr, l'objectif, c'est une meilleure expérience client. Notamment, comme on le disait au début, le fait pour les gestionnaires qui répondent au téléphone, d'avoir l'historique des appels précédents, le résumé de pourquoi le client a appelé précédemment. Il peut plus facilement se mettre dans le bain, il n'a pas à faire répéter le client. Ou encore les conseillers qui sont mieux formés, voilà, comme on a pu en parler tout à l'heure. Des services plus personnalisés. Si on connaît mieux les besoins, on peut personnaliser la relation à la individu. Et enfin, une résolution plus rapide des problèmes, notamment grâce à la proactivité des commerciaux, comme on l'a vu, le fait de créer des tâches dans leur to-do en lien avec les clients qui sont mécontents. Et pour Groupama, des bénéfices aussi, bien sûr. Le fait voilà, de pouvoir piloter le mécontentement de nos clients, ça permet de prendre des décisions chiffrées. C'est plus facile d'argumenter pour dire il faut vraiment prioriser cette amélioration. Une réduction des coûts qu'on espère, qu'on envisage, notamment l'optimisation de nos process, comme je le disais, le fait de tracer automatiquement avec nos modèles les appels en base. On n'a plus besoin de demander aux gestionnaires de le faire, donc ce qui leur permet de gagner beaucoup de temps. Et enfin, la fidélisation de nos sociétaires, bien sûr, normalement, a priori, plus l'expérience client est bonne, plus mieux on retient les clients. Le ROI, bien sûr, on ne peut pas donner ici un ROI, ça se calcule sur le long terme, on n'a pas encore assez de recul sur ce projet. Tout ce qui est score voilà, de satisfaction client, la rétention, la réduction des coûts, c'est aussi difficile à mesurer quantitativement, mais c'est des choses qu'on va suivre, bien sûr, dans le temps, pour savoir ce que ça donne concrètement. Également, un aspect sur les défis qu'on a rencontrés au long de tous ces projets et aussi les interrogations et les questions que ça peut soulever. Il y a l'aspect RGPD, bien sûr, puisqu'on traite de la donnée personnelle, les appels, non seulement le contenu, mais aussi l'empreinte vocale, c'est une donnée personnelle sensible. Donc il faut faire attention à tout ça, on ne fait pas n'importe quoi. Nous, dès qu'on a transcrit l'appel, en fait, on n'utilise plus l'audio, donc là-dessus, on n'a pas de souci. On anonymise aussi les appels. Et comme on l'a dit, en RGPD aussi, en termes de nos collaborateurs, vu qu'on n'utilise pas du tout la piste, nous on sépare du coup les deux pistes, on n'utilise pas celle des collaborateurs, donc c'est aussi un moyen de protéger, voilà, qu'ils ne se sentent pas épiés dans leur travail. En termes de défis techniques, l'enregistrement des appels, enfin, voilà, Groupama, on a beaucoup d'appels chaque jour. Donc enregistrer tous les appels, techniquement, c'est compliqué. En tout cas, ça a un impact sur la qualité voilà, du débit des appels. Donc on doit faire des choix. Bien sûr, on n'enregistre pas tout. Mais c'est des questions qu'on se pose, puisque aujourd'hui on est sur un périmètre, mais en fait on a plusieurs périmètres. On n'a pas que le CRC où on reçoit des appels et qu'on analyse. Un autre défi, bien sûr, dès lors qu'on part d'IA générative, c'est justement toutes les peurs, les inquiétudes sur le fait que ça peut halluciner, qu'il y ait des biais, etc. Donc l'hallucination, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le modèle, vu que c'est des modèles d'IA générative, ils génèrent du texte, peuvent se mettre à dire des choses fausses ou à dire n'importe quoi qui ne sont pas du tout dans le contexte dans lequel on se trouve. Il faut savoir que, d'une part, avec des modèles open source, donc qui n'évoluent pas continuellement, parce que finalement, par exemple, l'API GPT, alors c'est très bien, mais eux, ils mettent des mises à jour régulièrement, donc on ne peut pas gérer l'évolution. Modèle open source, voilà, nous, on l'a en local. Une fois qu'on l'a, on le fine-tune, il ne bouge plus, jusqu'à ce qu'on décide nous-mêmes de le faire évoluer. Et voilà, par expérience, de tous les tests que nous avons faits, il n'y a vraiment aucun... Enfin, je ne peux pas dire aucun parce qu'on ne sait jamais, mais avec les prompts qui sont, j'ai envie de dire, assez bien blindés,
et le fine-tuning où on lui fournit ce qu'on veut, on réentraîne les dernières couches. En termes d'hallucination, je veux dire, le risque, il est quasi de zéro. Donc c'est aussi une chose à savoir. Et bien sûr, l'impact écologique, qui est un sujet auquel on prête attention. On sait que les modèles d'IA génératifs sont très coûteux, leur entraînement, leur utilisation, etc. Donc on fait attention et on verra au fur et à mesure quels sont les meilleurs choix à faire sur ce sujet. Donc là, on était vraiment sur un partage de ce qu'on a pu faire avec l'arrivée de ces modèles, pouvoir tester, et dans les mois à venir, on va pouvoir se poser et se dire est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine, pourquoi on utilise l'IA générative ou pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette conférence? D'abord, on peut retenir qu'on a pu mettre en place plusieurs cas d'usage au service des clients, donc pour améliorer la satisfaction client, en tout cas on va le faire. On peut aussi retenir que finalement, utiliser l'IA, c'est pas si compliqué. On peut le faire même dans un environnement technique limité, donc comme ça a été le cas pour nous, grâce notamment à l'open source qui est très développé maintenant, et même pour le fine-tuning, donc il y a des techniques qui permettent de réduire le coût du fine-tuning, donc comme la quantisation ou l'aura. On peut aussi retenir que utiliser GPT ponctuellement, ça peut être une solution, notamment pour créer des bases labellisées et ensuite entraîner un modèle donc gratuit open source. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que utiliser l'IA générative, ça ne doit pas devenir un réflexe, ça doit vraiment être que dans les cas où les cas d'usage sont vraiment faits pour l'IA générative, donc par exemple le résumé où là on n'avait pas vraiment le choix, où il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'autres modèles, donc comme un camembert par exemple, qui surpassent largement les capacités, les performances en tout cas de l'IA générative. Donc voilà, pas toujours utiliser l'IA générative automatiquement. Il faut bien réfléchir au cas d'usage avant. Voilà, donc maintenant je crois qu'on a 5 minutes pour des questions-réponses. N'hésitez pas. Comme vous avez pu le comprendre, on est assez preneur de votre retour, des feedbacks. Donc vous pouvez scanner le QR code et vous aurez une petite question pour savoir ce que vous avez pensé de la conférence. Ça nous aide à nous améliorer, nous aussi. Donc merci d'avance. Une première question, super. Merci pour cette conférence. Tu m'as beaucoup intéressée. Je me posais une question. Vous avez entraîné le modèle et vous avez entendu beaucoup de voix, mais parfois il y a des voix qui sont atypiques, qui ont des accents, des personnes qui ont du mal à parler la langue. Et le modèle a réussi à les faire comprendre parce que c'est quand même un défi. Moi-même, l'intelligence artificielle, quand je parle, j'ai du mal à me comprendre. Donc, comment vous gérez ces problématiques-là? Alors pour l'instant, on utilise une solution, donc Whisper, qui est de la même entreprise que GPT, donc OpenAI. Donc on n'a pas décidé de créer notre propre modèle parce que justement, à la base, il faut qu'on ait déjà une bonne transcription. Des tests qu'on a pu faire, en fait, il faut savoir. On a dans la population, donc bretonne notamment, voilà, des personnes qui ont un fort accent, notamment des personnes âgées, où c'est pas forcément facile à comprendre. Mais en fait, aujourd'hui, ces modèles type Whisper sont quand même assez bons, très bons pour détecter, même quand nous, humains, parfois, on doit tendre l'oreille. Donc ça, d'une part, en fait, même si la transcription n'est pas parfaite, comme on l'a vu tout à l'heure, parfois il y a des mots, vraiment, c'est pas du tout tout le temps parfait, la transcription. Mais les modèles d'IA aujourd'hui sont tellement bons, j'ai envie de dire, que même s'ils ont un mot sur deux, enfin j'exagère bien sûr, mais même s'ils ont un mot sur deux, ils vont être capables de comprendre l'idée globale de ce qui est dit. Et a priori, voilà, pour une personne, mais je pense que c'est un peu comme un humain qui est au téléphone, s'il a du mal à comprendre, il aura aussi du mal à tracer l'appel en GRC, donc ça va être les mêmes problématiques qu'un humain, j'ai envie de dire. Une deuxième question. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais voulu savoir, au niveau du temps, vous aviez présenté une frise au début. Tout le processus que vous avez présenté, votre réflexion, elle était sur combien de temps? Combien de temps ont pris les étapes sur lesquelles vous êtes basé? Parce qu'il y en avait des plus longues, j'imagine que oui, ou des plus courtes. Merci. Ouais, alors on a commencé, quand j'ai commencé ma mission chez Groupama, donc vers mars, enfin plutôt avril. Là, on a commencé vraiment à développer. Après, tous les projets sont faits un petit peu en parallèle. Là, sur la présentation, on a l'impression qu'on a fait d'abord un, d'abord l'autre, d'abord le troisième, et après le troisième. Mais on a vraiment fait tout en parallèle.
Et au final, oui, ce qui a pris le plus de temps, je pense, c'est le dernier modèle, le modèle sur les motifs d'insatisfaction et surtout sur la définition des labels, qui a été très longue, mais ce qui est normal, parce que c'est le plus compliqué. Une autre question là-bas. Wow. Ça réveille. Oui, je me demandais, enfin merci pour la présentation, mais je me demandais quelle volumétrie de données était nécessaire dans la partie de fine-tuning pour que le modèle soit suffisamment compétent de façon claire. Alors, donc pour les 3 modèles, pour le résumé, il me semble qu'on était sur 1400 résumés pour fine-tuner Mistral, donc pas si énorme. Pour le BERT, là, on a dû avoir un peu plus de volumétrie. On avait 300 appels insatisfaits. Donc, c'était le plus dur, c'est de trouver les appels insatisfaits, entre guillemets, parce que là, on écoutait vraiment à la main. Et à peu près 1000 appels satisfaits, donc 1300. Et pour le dernier modèle, des motifs d'insatisfaction, on était sur 1600 au global. Après, quand on avait des labels simples, c'était à peu près 100 par label. Et une fois qu'on est passé sur les labels sujets problèmes, ben là, c'est plus difficile à dire parce qu'il y a tellement de combinaisons qu'on n'a pas de volumétrie au label. Et c'est un point assez intéressant, justement, quand on faisait le comparatif entre les différents modèles. On pourrait se dire, naturellement, pour des problèmes de type classification, on pourrait dire, mais il faut prendre BERT, en fait, c'est le modèle le plus adéquat. Mais BERT, justement, nécessite un volume beaucoup plus important de données en entrée pour être fine-tuné que les modèles d'IA génératifs. Donc c'est aussi un point en fonction de la masse de données, ça peut être un critère de choix sur le modèle. Merci, je crois qu'on est arrivé à la fin de la conférence. Merci beaucoup, donc n'hésitez pas à aller échanger avec Emmanuel et Alice.